Bonjour. Cet épisode est la suite du précédent et nous allons développer encore la théorie darwinienne. La théorie de l'évolution des espèces échafaudée par le célèbre Darwin est sans cesse enrichie, complétée et complexifiée par des générations de chercheurs au prix d'un nombre incalculable de travaux sur le terrain et en laboratoire. D'ailleurs, elle paraît indétrônable. Et cette théorie a une histoire, et afin de vous conter cette histoire, il nous faut revenir à ses débuts. Alors, quelle est cette histoire? Que dit Darwin au milieu du 19e siècle? Il relate que les organismes vivants sont toujours en évolution grâce notamment au phénomène de sélection naturelle qui fait qu'au sein d'une même espèce, les individus les plus adaptés à leur milieu se reproduisent davantage que les autres. Il explique que toutes les catégories, et l'homme fait partie de ce schéma, descendent d'un ou de plusieurs ancêtres communs. Cette théorie était un bouleversement dans la vision traditionnelle juive, chrétienne ou musulmane qui prévaut alors et pour laquelle tous les êtres qui peuplaient la terre sont des créations divines, invariables et indépendantes les unes des autres. Hervé Le Guyader du laboratoire Évolution Paris-Seine avait dit « La théorie de l'évolution au sens darwinien du terme est actuellement le meilleur cadre conceptuel que nous ayons à notre disposition pour comprendre rationnellement l'instabilité du vivant, pour penser un monde naturel essentiellement dynamique. » Fin de citation. L'explication des mécanismes de l'évolution biologique formulée par Darwin et ses successeurs repose sur 4 principes fondamentaux. Premièrement, parmi les individus qui se reconnaissent comme des partenaires sexuels potentiels, il existe des variations physiques, génétiques et d'aptitude. Quelle que soit la cause de cette variation, les espèces vivantes manifestent par conséquent une capacité naturelle à varier. Jamais nous n'allons trouver 2 partenaires identiques dans un même couple, même si leur apparence présume le contraire. Donc, en s'accouplant, ils vont générer une variante d'eux-mêmes. Deuxièmement, toute espèce se laisse sélectionner. Par exemple, les horticulteurs qui créent de nouvelles classes de roses en croisant entre elles d'anciennes variantes ou les éleveurs qui ont fait en quelques 11 000 ans du loup, un teckel ou un berger allemand qui gardent les troupeaux au lieu de les attaquer. Le simple fait que les hommes puissent changer à leur guise la morphologie d'une espèce montre bien que celle-ci est en quelque sorte plastique ou souple et possède une capacité à être modifiée. Troisièmement, toutes les espèces se reproduisent aussi longtemps qu'elles trouvent des ressources alimentaires et des conditions optimales d'habitat. Leur taux de reproduction est alors tel qu'elles parviennent toujours aux limites de ces ressources ou trouvent d'autres limites comme la prédation qu'elles subissent de la part d'autres espèces. Il existe ainsi une capacité naturelle de surpeuplement observable lorsque par exemple des espèces allogènes, donc étrangères, envahissent brutalement un milieu fermé comme une île. Le meilleur exemple est celui des lapins introduits au 19e siècle en Australie et qui se sont mis à proliférer détruisant la végétation et les cultures. Mais pour autant, la planète n'est pas dominée par une espèce unique et hégémonique ou dominatrice, mais bien au contraire peuplée de millions d'espèces en coexistence, et cela malgré la capacité naturelle de surpeuplement de chacune d'entre elles. Ainsi, chacune d'elles constitue une limite pour les autres, soit en occupant leur espace, soit en les exploitant par la prédation ou le parasitisme, soit en partageant les mêmes ressources. Bref, les autres espèces constituent autant de contraintes qui jouent un rôle d'agent sélectif. Et là, nous revenons vers cette magnifique harmonie qui est contraire au hasard et à l'anarchie. Quatrièmement, le succès de la croissance et de la reproduction des espèces dépend d'optima physiques tels la température, l'humidité ou encore le soleil. Et chimiques aussi tels le pH, les molécules odorantes ou les toxines. Ces éléments constituent eux aussi des facteurs contraignants et sont des difficultés potentielles. S'ils changent, les variantes avantagées ne seront plus les mêmes. En définitive, de beaucoup de facteurs au sein du milieu physique, chimique et biologique dans lequel évolue une espèce induisent une sélection naturelle à chaque génération dont la conséquence est un succès reproductif différentiel. Pour traduire en termes simples, je dirais que parmi une même espèce, les individus porteurs d'une variation héritable momentanément avantageuse par les conditions du milieu se reproduiront davantage. Si ces conditions se maintiennent assez longtemps, le variant favorisé finira par avoir une fréquence de 100% dans la population.
et l'espèce aura alors changé. En conclusion, aucun groupe n'est stable dans le temps. Voilà en résumé les bases sur lesquelles s'articule la théorie darwinienne. Bien sûr, ceci n'occulte en rien tous ses travaux et l'enrichissement des œuvres qui vinrent par la suite soutenir sa thèse. Comme je l'ai dit précédemment, elle a été sans cesse embellie, complétée, complexifiée par des générations de chercheurs au prix de beaucoup de travaux sur le terrain et en laboratoire. D'ailleurs, elle paraît toujours irremplaçable. Mais, car il y a justement un mais, la théorie de l'évolution, et malgré l'énorme avancée à laquelle elle est parvenue, n'est pas encore capable de tout expliquer. Nous ne cessons d'être étonnés par l'excessive complexité de la vie sur Terre. Trop de questions liées à son apparition et à son évolution ne trouvent pas de réponse alors que les chercheurs ne cessent de fournir des efforts considérables pour décortiquer les artifices complexes et délicats que la vie emploie durant son évolution. Certaines fois, et pour quelques espèces, cela paraît d'une facilité invraisemblable. Elles ont peu changé ou leur évolution paraît si simple et si régulière que leur examen n'attire même pas l'attention. Par contre, d'autres formes de vie résistent aux études et nous n'arrivons pas à comprendre le cheminement de leur transformation, car elles auront pris des parcours sinueux que les chercheurs ne peuvent guère remonter. Prenons notre propre espèce, Homo sapiens. Nous avons des gènes propres à nous et jusqu'à présent, personne n'est arrivé à trouver un lien direct avec les espèces qui nous ont précédés et qui s'apparentent à nous. Certes, nous possédons certains gènes avec eux, comme ceux acquis de l'homme de Néandertal, mais ils sont si peu que nous n'arriverons pas à la conviction que nous sommes leur descendance directe. C'est comme si nous étions tombés d'un arbre, pour ne pas dire du ciel. La biologie sur Terre est passée par des périodes improbables. Prenons en exemple les phases où la vie sur la planète avait subi des goulots d'étranglement dus à des événements extraordinaires tels que la célèbre chute d'une super météorite dans le golfe du Mexique. Son arrivée sur Terre avait détruit 95% de la vie sur la planète en ces temps anciens, dont presque toutes les formes appartenant à la classe des dinosaures, laissant la place à d'autres formes de vie pas forcément plus fortes ou mieux adaptées, mais qui ont pu survivre au cataclysme. C'est un miracle que la vie soit toujours présente depuis ce moment décisif. Et avant même les dinosaures, les espèces qui les ont précédés avaient enduré eux aussi un bouleversement majeur. Cette fois, la Terre elle-même avait provoqué leur disparition. Partout sur la planète, des volcans se mirent en éruption presque en même temps, ce qui engendra une extinction presque globale de la vie. Cette fois pour favoriser la venue de l'ère des dinosaures qui, comme dit préalablement, furent détruits à leur tour. Mais qu'est-ce que cela veut bien dire? Tout ceci inspire l'impression que la Terre fut un laboratoire à l'échelle planétaire, comme si quelqu'un faisait des essais, pratiquait des recherches afin de parvenir aux meilleurs résultats. Nous avons l'impression que parfois il effaçait d'un revers les précédentes copies pour en créer de nouvelles. Lorsque j'ai exposé cette idée à un agnostique, il m'avait dit alors, s'il s'agissait d'un créateur ou d'un Dieu comme tu le supposes, omnipotent, omniprésent et surtout omniscient, donc qui sait tout, il serait en mesure de créer d'un coup la phase la plus récente et la plus efficace. Pourquoi procéder alors par légères touches, effacer, recommencer? Ma réponse a été toute simple et un peu ironique, je lui ai répondu. Il n'a plus alors qu'à se présenter à nous, assis sur un trône, tenant un sceptre ou un long bâton et en lissant sa longue barbe blanche. La subtilité de Dieu veut justement que l'intelligence et la conscience soient à même de découvrir les infimes indices qui confirment sa volonté créatrice et son omniscience. Percevoir sa capacité à concevoir un univers qui n'a d'autre but que d'engendrer la vie et de la doter de l'intelligence et de la conscience. Il faut que le jugement porté sur son existence soit le fait d'un long processus de recherche dans ces subtilités qui souvent d'ailleurs nous échappent. Il m'a alors interrogé, y a-t-il des preuves sur ces manipulations? Comment fait-il pour générer des mutations et faire évoluer la vie? Je lui ai répondu que personne ne peut prétendre que le concepteur de l'univers s'occupe lui-même des développements dans son laboratoire muni de microscopes et d'outils divers. Je dis plutôt qu'il a dès le départ tout organisé et tout calculé. Et son plan est sans faille depuis les premiers temps.
Nous savons par exemple que certains constructeurs ont fait bâtir des projets d'une ampleur imposante sans pour autant avoir eu accès à des outils modernes tels que l'informatique. Regardez ce que les Égyptiens ont pu ériger dans un désert des plus arides sur Terre. Comment avaient-ils prévu des œuvres fabuleuses qui résisteraient aux milliers d'années sans les moyens actuels que nous connaissons? Ils ne disposaient même pas de table d'architecte. Leurs plans furent dessinés sur des bouts de papyrus et pourtant ils tiennent toujours et font l'objet d'émerveillements sans cesse renouvelés. Je peux vous évoquer d'autres civilisations telles les Grecs, les Mayas, les Aztèques et plus récemment les grands concepteurs chrétiens de la Renaissance. Ils furent capables d'ériger de colossales cathédrales à l'épreuve du temps. Si de simples humains peuvent prévoir le comportement de leurs œuvres aisément avec des outils de calcul basiques et rudimentaires, que dire du Créateur suprême? Il faut considérer là aussi que c'est juste l'échelle de grandeur qui a changé. Il a rajouté, mais comment juger ou prouver que tout ceci est l'œuvre de quelqu'un ou de quelque chose? Je lui ai répondu, ne compte pas sur moi car je n'ai pas de réponse du fait qu'aucune preuve tangible, directe et efficace n'est démontrable. Et cela aussi a été prévu dès le départ. Dieu se trouve au bout d'une réflexion logique et intelligente. Et justement, un esprit éclairé peut faire la différence. Si tous ces changements infimes et délicats ont avantagé d'abord l'émergence de la vie, ensuite lui avait permis cette fabuleuse évolution d'une complexité incroyable, sans l'ombre d'une intervention quelconque, il serait tout aussi possible que ces changements anéantissent cette vie. Car il serait le fruit du hasard, et nous savons que le hasard engendre le chaos au lieu de l'équilibre. Statistiquement, et avec des millions de protéines, d'enzymes et d'autres composants à la base de la vie, flottant dans les méandres des cellules, se côtoyant et se combinant, le hasard serait plus favorable à la simplicité et à l'anarchie au lieu de l'harmonie et de la perfection. Les modifications génétiques seraient désordonnées et aboutiraient sans doute à la désorganisation. N'avez-vous jamais remarqué que toutes les formes de vie sont imbriquées et entremêlées d'une manière habile et intelligente d'une façon ou d'une autre? Tous s'entrecroisent et se complètent parfaitement d'une manière cohérente. Et c'est là où l'habileté du dessin originel prend tout son sens. Le plan si compliqué, si sophistiqué du projet initial ne souffre d'aucun défaut. La planète entière travaille pour faire aboutir à l'intelligence et à la conscience. Il faut être un humain et de plus borné pour ne guère voir avec lucidité. Pourquoi cette improbable harmonie au lieu du chaos? Je crois fermement à l'évolution telle que décrite par toutes ces recherches, mais les chercheurs n'arrivent jamais à répondre à cette question. Ils évoquent la causalité et le besoin, mais ne peuvent expliquer cet équilibre délicat qu'à une moindre échelle. Tous les éléments s'accordent et s'entraident et luttent pour créer de l'efficacité. Non pas uniquement sur Terre, mais depuis l'univers. J'en reste étonné et presque désorienté. J'ai le sentiment que quelque chose dont nous ignorons la nature procède par de très légères touches et avec des mécanismes subtils à diriger cet univers vers une destination encore inconnue pour nous. Le hasard génère le désordre et n'a aucun but à atteindre. Il faut impérativement une pensée, une intention pour arriver à équilibrer la réalité dans laquelle nous vivons. Car comment cette immense complexité peut être harmonisée et unifiée avec une efficacité redoutable sans un projet préalable? J'aimerais que quelqu'un me donne une réponse claire. J'ai tant discuté autour de moi de ces questions sans avoir d'explication satisfaisante. Les gens ont tendance à partir dans des théories que je qualifie de farfelues pour éclaircir les mystères. Je vous rappelle la théorie des univers parallèles, par exemple. Elle a été inventée pour trouver une solution à la naissance de l'univers, mais elle est incapable d'expliquer l'harmonie depuis les étoiles et jusqu'aux moindres particules quantiques en passant par la biologie et la pensée. Mon idée est qu'il faut élargir notre champ de vision. La recherche dans le macrocosme doit prendre en considération le microcosme et inversement. Le scientifique ne doit pas être tenu en laisse par ces équations restreintes. Son esprit doit inclure d'autres alternatives et concevoir des questions plus osées et moins contraintes. Donc la théorie de Darwin est pour l'instant le seul cadre réel et logique pour expliquer l'évolution sur Terre. Que les hommes de foi ne la croient pas, ce n'est pas parce qu'elle est fausse, mais c'est plutôt leur incapacité à comprendre les textes sacrés.
D'ailleurs, j'ai découvert dans au moins l'une des grandes religions que cette théorie est bien réelle et elle explique que l'être humain n'est pas le premier à avoir colonisé la Terre, que d'autres hommes semblables à lui étaient là bien avant lui. J'y reviendrai lorsque j'entamerai la recherche sur les religions. La conclusion est que nous évoluons, la Terre évolue, les espèces évoluent, l'univers aussi évolue. Celui qui a conçu le plan initial avait choisi cette façon pour son œuvre, pour nous prouver ses pouvoirs et ses capacités, mais d'une façon subtile et avec une très grande délicatesse. Je vous étonnerai si je vous dis que vous, ceux qui me regardent en ce moment, vous n'êtes pas entièrement celui ou celle de la semaine passée, du mois ou de l'année précédente. Car il faut savoir que les cellules qui vous composent meurent par milliards à chaque minute et elles sont remplacées par d'autres. Nous sommes en fait un ensemble d'organismes cellulaires complexes qui composent nos organes. De même, notre code génétique change chaque jour. D'infimes mutations recomposent le séquençage de notre ADN tout le temps et nous font acquérir de nouveaux caractères, bons ou mauvais. Les maladies cancéreuses sont la conséquence de ces modifications. De ce fait, nous pouvons conclure que le seul vrai Madame X ou Monsieur Y qui est en vous est votre conscience de vous-même, vos idées et vos idéaux. Le reste n'est que des lignes de code compliquées, tout autant que pour une intelligence artificielle. De ce point de vue, nous pouvons envisager que nous sommes une sorte d'intelligence artificielle générée par l'univers, ou plutôt créée par lui. Je n'ai pas tout cerné dans cette série, mais mon rôle consiste à vous montrer le chemin de la recherche de la vérité. C'est à vous d'entamer vos propres explorations pour trouver les réponses justes. Que vous soyez croyant ou non, il est impératif de chercher à résoudre la plus grande énigme de tous les temps, celle de notre existence. Qui sommes-nous? D'où nous venons et où nous allons? Maintenant, c'est à vous de voir. Si ce sujet et cette recherche de cette question existentielle essentielle vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur les notifications pour vous informer des prochains épisodes. Merci aussi de partager s'il vous plaît. J'ai eu récemment le plaisir d'écrire un roman qui m'a pris 3 années de recherche sur ce même sujet. Un roman d'anticipation qui reprend toutes les informations de cette série, mais en plus détaillé et romancé. Il raconte une intrigue à l'échelle planétaire et prophétise la fin de l'humanité et l'avènement d'une nouvelle forme de vie sur Terre et d'un nouvel ordre mondial. Je vous laisse les liens dans la description pour que vous puissiez y jeter un œil si vous le souhaitez. Dans le prochain épisode, nous allons voir si l'homme possède une âme ou non et ce que dit la science sur le sujet. Jusqu'au prochain rendez-vous, prenez soin de vous et au revoir.